Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Léa Lermé. Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. Première fois à Bruxelles, j'ai l'impression, non? Ou je me trompe? Première fois pour cette actualité, en tout cas, oui. Ah d'accord, mais vous êtes déjà venu à Bruxelles, un déjà. petit peu en cachette ou pas. On va parler de ce roman, ce premier roman, Leur désir immense, un très beau titre d'ailleurs, je trouve, on comprend petit à petit ce que signifie en fait ce titre au cours de la lecture. Un roman sous forme d'enquête, on va en parler. Avant ça, 3 petites questions, c'est une tradition dans cette émission, vous me répondez un peu du tac au tac, genre questionnaire de Proust. Si vous étiez, Léa, un sentiment, vous seriez quoi? L'amour, évidemment. Ah oui, tout simplement oui. Bah oui. Bah, c'est le plus beau. Rien que ça. Pourquoi on se gênerait? Si vous étiez, attention, un souvenir d'enfance. Un souvenir d'enfance, je vais revenir à la Lozère, puisque Ouais. mon texte se passe dans cette région. Ce serait l'odeur des genêts, sûrement. Ok. Oui, les odeurs en général. Ouais. Les genêts, les tables, ou le bruit de la cloche des vaches aussi. Ouais, et la rivière pas très loin. La rivière, l'eau qui coule. Ouais, ouais, ouais. Vous en parlez très bien d'ailleurs des paysages de la Lozère, les pierres aussi, qui sont très, très présentes, je trouve. Et si vous étiez un livre, une référence de roman ou d'essai? Un livre, c'est plus difficile. Oui, évidemment. Tellement. Comme ça, je dirais Les Trois Mousquetaires. Ah oui, bah pourquoi pas? Oui, parce que tout, l'amitié, la trahison, l'amour, l'aventure. Ouais, et l'amour, effectivement, qui est dedans. Alexandre Dumas, Leur désir immense, en tout cas, c'est votre premier roman. Léa Lermé, vous êtes l'invitée de LCR ce soir. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craquent les feuilles mortes, brûlent les... Voilà, quelques notes de Barbara, ça vous fait sourire, ça quand même. Ça se trouve dans le livre, évidemment. Oui, ça se trouve dans le livre et puis ça m'émeut toujours de la voir, de l'entendre. Ouais, c'est très touchant. Hein. Dis, quand reviendras-tu? C'est une chanson que la narratrice donc écoute dans sa voiture sur les petites routes de la Lozère. Elle écoute ça quand elle n'écoute pas un podcast sur l'inceste, et on comprendra aussi au fur et à mesure de la lecture pourquoi. Je parle de route parce qu'elle n'arrête pas de rouler dans cette Lozère qu'on découvre en lisant. Elle traverse tous ces paysages sur les traces d'une certaine Palmyre. Et cette Palmyre, c'est son arrière-grand-mère qui est apparue dans une vision. Une vision d'ailleurs qu'on retrouve un petit peu sur la couverture. Oui. Donc Palmyre est de dos, face à la mer, le bleu de la mer qu'on voit, et dans une robe rouge. Vous l'avez eu, cette vision? En tout cas, j'appellerais pas ça une vision, mais c'était une image qui était assez persistante, oui, l'image d'une robe rouge face à la mer, et une vision... Enfin, une vision. je reprends votre... Ou une apparition, enfin, vous voyez ce que je dis? Une image. Ouais, une image, d'accord, oui. Une image qui persistait, et quand je me suis mis à écrire, je l'ai reliée assez facilement à Palmyre, qui est donc l'une de mes arrière-grand-mères, Ouais. et qui a été une figure très présente dans mon enfance et mon adolescence, par le mystère qui entourait sa vie et sa mort d'ailleurs. Oui, parce que vous ne l'avez pas connue, effectivement. Elle est décédée très jeune. Elle est décédée très jeune, elle a ses 2 enfants en bas âge d'ailleurs, orphelins. On va en parler. Il y a un côté mystérieux, je trouve, d'emblée, c'est un petit peu le mystère. D'ailleurs, vous aimez jouer avec ça, quoi. Les premières phrases aussi sont mystérieuses. On est au nord-est de l'Occitanie, comme on dit, on est dans ce qu'on appelle la Lozère. Anciennement, c'était le Gévaudan. Oui. Là aussi, il y a du mystère, le Gévaudan, la bête du Gévaudan, tout ça.
C'est pas pour rien cette région, je trouve. Elle entretient quelque chose. En tout cas, c'est un territoire, un paysage qui est romanesque en soi. Ah, complètement, comme le prénom de mon arrière-grand-mère. Oui, Palmyre, oui, franchement, moi j'ai jamais entendu ça. C'est courant dans la région? Non, non, c'est très rare. C'est un prénom assez rare aujourd'hui encore, mais à l'époque aussi. Ouais, j'imagine, ouais. Pas tellement de statistiques Non. pour l'époque, mais... Et alors, la narratrice, c'est vous, on l'a bien compris. Vous êtes une femme moderne, enfin, en tout cas d'aujourd'hui, 40 ans, séparée, 2 enfants, des enfants comme tous les enfants qu'on croise évidemment, qui sont sur leur tablette, qui regardent la télé le soir en attendant maman. Vous êtes sur des plateformes de rencontres, vous avez des discussions avec un barbu, on n'ira pas plus loin. Elle quitte Clermont-Ferrand, elle se lance dans une enquête parce qu'elle veut comprendre qui est cette Palmyre qu'elle retrouve effectivement dans cette image, mais c'est une personne dont personne ne sait grand-chose. On n'en sait rien grand-chose, en non, fait. On ne sait rien. Alors, à l'époque où j'ai commencé l'écriture de ce livre, j'étais dans une période de ma vie où j'avais besoin de me réinventer et donc de faire revenir cette figure qui a été, quand j'étais jeune, un modèle ou une figure d'identification. Donc, je suis allée à la recherche de Palmyre un petit peu pour me rapprocher de moi-même, sans doute, ou de la femme que j'aspirais à être. Et donc, je vais en vacances en Lozère, comme chaque année, avec mes enfants. Et je leur dis, on va s'arrêter dans le village dans lequel elle est décédée pour aller voir sa tombe. Je n'avais jamais vu sa tombe. Et nous n'avons pas trouvé sa tombe. Et donc, ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et cette idée m'a révoltée, que cette femme n'ait pas de sépulture, alors que sa famille était en mesure de lui en offrir une. Ouais, voilà. Et là, le mystère CPC, vous essayez de comprendre pourquoi. On ne sait pas grand-chose, à part effectivement qu'elle est décédée très jeune. Enceinte, peut-être enceinte, enfin voilà, pas près de son mari Auguste, mais plutôt chez son frère, qui était curé, Alexandre. Donc tout ça, c'est, enfin voilà, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'elle a été rejetée? C'est une paysanne en fait, à la base, au destin tragique. Oui, c'est une paysanne dont on ne sait rien et dont on se souvient uniquement parce qu'elle a eu des enfants. C'est aussi l'idée qui me révoltait là-dedans. C'est pas la seule dans ce cas-là, bien sûr. Il y a des millions d'hommes et de femmes qui n'ont pas laissé d'autres traces que celle-ci. Mais en plus, chez elle, si vous voulez, le fait qu'elle soit a priori décédée en mettant au monde un enfant, c'est une idée qui était... révoltante aussi pour moi, c'est le sacrifice ultime, quoi. Être mère, c'est déjà, c'en est un de toute façon, mais complètement. À l'époque, voilà, il y a eu dans la plupart des périodes de l'histoire, les femmes mouraient pour ça. Quoi. Ouais. Alors à l'époque et aujourd'hui, puisque le roman fait un peu le grand écart. Je vais lire un extrait quand même qui montre bien un petit peu votre façon d'écrire, qui est très originale, je trouve, et qui montre bien cet écart. Au départ, les femmes attendent. Ce n'est pas une question d'époque, il n'y a qu'un siècle entre Palmyre et moi. Ce n'est pas grand-chose. Même celui-là qui a connu 2 guerres, une révolution industrielle et numérique. Les femmes de son époque attendent que la soupe soit chaude, que le facteur passe, que les légumes poussent, que le cochon soit assez gras pour le tuer, qu'on les regarde, qu'on les oublie, que le sang arrive ou qu'il s'arrête. Les femmes de mon époque forcent le passage, enfoncent les portes, dénoncent les violences, s'emparent de la parole, quand on veut bien la leur donner. Les femmes attendent toujours d'être entendues. Vous avez écrit ce livre pour qui? Et pourquoi? Je pense que j'ai écrit ce livre pour moi, pour mes enfants, je pense aussi, beaucoup. Pour peut-être les délester un petit peu de ce qui m'avait entravé moi, c'est-à-dire beaucoup de... le poids de la famille, quoi, des secrets, des non-dits, des injonctions, enfin comme dans toutes les familles, voilà, des places assignées, etc., qui sont des obstacles à la liberté encore aujourd'hui pour tout un chacun. Donc j'ai écrit pour lever ce voile et essayer de leur ouvrir un chemin. Voilà. Alors qu'il y a encore un voile quand même. Vous dites personne n'a intérêt à un moment donné à ce que les femmes soient libres, je crois, ou je ne sais plus par prennent leur liberté, oui. Oui, mais ça c'est sûr. Encore aujourd'hui? Ah oui, oui, encore aujourd'hui. Je pense d'abord la liberté effraie, tout le monde ne la souhaite pas. Mais si vous voulez, aujourd'hui, je pense que c'est à mon époque, à moi, quand on souhaite être libre pour une femme, on a plus de moyens de l'être aujourd'hui. Ouais.
qu'avant. Mais oui, il y a encore beaucoup d'injonctions sociétales. Enfin, en 2026, en France, on parle on parle de réarmement démographique. Voilà. Oui, cette phrase qui vient du président de la République. Hein. Oui. C'est-à-dire de nouveau, on demande aux femmes d'avoir des enfants. Ouais. C'est un livre sur ça, sur ces questions-là, sur la transmission aussi. Vous avez parlé des enfants, de vos enfants. Sur le deuil aussi, je trouve. Qu'est-ce que c'est que de perdre, par exemple, une mère quand on est des enfants en bas âge? Il y a quelques belles phrases très justes là-dessus. Et sur les aïeux, sur notre rapport aux aïeux. Et je me demandais, en vous lisant, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la littérature avec les aïeux? Parce qu'il y a Adèle Lyon, il n'y a pas longtemps, qui a sorti un livre, Mon nom est Elisabeth. Beaucoup peut-être ont lu parce que c'était un best-seller. On pense peut-être à La maison vide aussi de Laurent Mauvignier, d'une certaine façon. Le trait de côte aussi de Christian Boltanski. Enfin, vous êtes plusieurs à aller gratter comme ça du côté des aïeux. C'est un besoin de raccommoder quelque chose, ou enfin de reconstruire quelque chose? Je pense que c'est peut-être différent pour chacun, en tout cas. Chez vous, en tout cas. Chez moi, j'ai toujours beaucoup aimé le passé, j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire, beaucoup lu de romans historiques, etc. Et enfant, je faisais de la généalogie, donc avec ma grand-mère. Oui, vous le racontez très bien d'ailleurs. J'ai eu beaucoup ce besoin de savoir d'où je venais, de manière générale. Mais je pense en partie parce que il y avait des choses un petit peu obscures, donc c'était peut-être une manière aussi de chercher une vérité. Ouais. Et peut-être de rendre hommage à Palmyre, justement, enfin, vous voyez ce que je veux dire, en parlant d'elle, en la citant beaucoup. Oui, et ça, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup, voilà, de voir ce livre publié aujourd'hui, de lui offrir une autre vie, ouais. Et de la voir un petit peu extirpée du néant et de l'oubli. Alors, ce qui est très chouette aussi dans votre livre, qui est un premier roman, je le signale, c'est que vous nous emmenez avec vous dans cette enquête. Vous nous prenez un peu par la main. À un moment donné, vous nous rendez complices. Hein, vous dites quelque part, je vous ai certainement perdu avec tous ces noms. Parce qu'à un moment donné, vous parlez de tout le monde. Oui, la généalogie, c'est et effectivement, vous nous perdez un petit peu. Donc moi, je reviens un petit peu en arrière pour voir. Mais ça, quelque part, vous dites, voilà, je suis pas seul. Venez avec moi. Venez voir ce que j'ai envie de vous dire aussi. Et je me demandais pourquoi, parce que vous êtes médecin, docteur, psychiatre. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit, ça y est, je vais écrire? J'ai toujours voulu écrire. Moi, en fait, la psychiatrie, la médecine, c'est plus la réponse à des injonctions familiales. Oui, bon, enfin, psychiatre, voilà. C'est pas non plus non, voilà, pas dentiste, quoi. Je suis quand même heureuse d'avoir fait ces études parce que j'aime mon métier. Et effectivement, avec la psychiatrie, je me suis recentrée autour des mots, voilà, parce que c'est ça, au fond, j'aime que les mots soient importants. Et la psychiatrie, ce n'est jamais que faire de l'espace pour que les mots puissent se dire. Donc, c'est pas si différent de la littérature. Ouais. Et la littérature, c'est raconter des histoires, et pas seulement, peut-être, parce que vous citez Marguerite Duras dans La vie immatérielle. Mais La vie immatérielle, elle dit, écrire, ce n'est pas raconter des histoires, c'est même tout le contraire. C'est ça que vous vouliez dire aussi? Oui, c'est raconter l'histoire et l'absence de cette histoire. Et c'est vrai que je trouve ça très important, mais en psychiatrie aussi, c'est important. C'est-à-dire quand on a en face de soi quelqu'un qui dit quelque chose, ce qu'il ne dit pas est aussi important que ce qu'il dit finalement. Et je crois que quand on lit, c'est pareil. Il y a ce qu'on lit, et puis il y a ce qui apparaît en creux dans le livre. Et c'est ça qui est beau, je crois. Enfin, c'est ça qui fait la richesse d'un livre. Ouais. C'est ça aussi que fait la littérature. C'est les secrets, elle se nourrit de ça aussi. Enfin, ça fait partie de la vie, en fait. Hein. C'est notre vie, en fait, quoi, quelque part. Oui. Tout simplement. C'est pour ça qu'on se reconnaît. Il y a quelque chose d'universel aussi, je trouve, là-dedans. Et on a envie aussi parfois de gratter, parce qu'on laisse traîner des choses aussi derrière nous qui ne sont pas toujours résolues. Ça vous a aidé d'écrire ce livre? Ou pas? Oui, si. J'ai pris beaucoup de plaisir, en tout cas, dans la forme, en allant chercher cet humour. Enfin, en tout cas, moi, ça me fait... Voilà, il y a de l'humour, hein, beaucoup. Hein, la petite voiture, tout ça. J'espère. Oui. Ça, on rigole beaucoup. Ça m'a fait du bien, oui, d'aller chercher cet humour-là, puisqu'il faut bien faire quelque chose de la souffrance. De ce bagage. Voilà. Ouais. Vous êtes une grande lectrice, vous m'avez dit, vous avez du mal à choisir un coup de cœur, vous l'avez quand même choisi, c'est Aux Amours de Loïc Demey, c'est chez Michel-Chastel. Pourquoi ce livre? Parce que c'est un livre qui m'a enchantée quand je l'ai lu il y a quelques années. En fait, c'est un livre qui est construit en une seule phrase
Et c'est une sorte de rêverie poétique. C'est Ouais. un homme qui attend une femme et il la rêve, il l'invente, il la fantasme. Et c'est vraiment très beau, vraiment. Une femme qui ne vient jamais ou qui viendra, faut lire le livre. Faut le peut-être. lire. C'est le mystère, c'est Louis Demey aux Amours, c'est chez Bûcher-Chastel. Ici, c'est l'Iconoclaste, excellente maison d'édition. Leur désir immense, c'est un des bons livres de cette rentrée d'hiver, comme on dit, même si le printemps pointe son nez, de Léa Lermé. Merci beaucoup Léa d'être passée chez nous. Je vous remercie. Et bon beaucoup. retour Merci. à Clermont-Ferrand. Nous, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.